Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur d'une période assez fascinante de l'histoire chinoise, de 1945 aux années 90. Imaginez un pays qui se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale, pris entre deux superpuissances, et confronté à d'énormes divisions internes. Ça pose le décor, non? Absolument. Et c'est une période cruciale à comprendre si on veut vraiment saisir la complexité de la Chine moderne. On va suivre une transformation incroyable, comment un pays communiste devient une puissance économique mondiale et à quel prix pour le peuple chinois. On va démêler tout ça ensemble. Parfait. Alors, on commence par planter le décor 1945. La guerre contre le Japon est finie, mais la paix est loin d'être acquise en Chine. On assiste au contraire à une guerre civile sanglante entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong. Exactement. Et ce n'est pas juste un conflit interne, c'est un véritable échiquier géopolitique. Les États-Unis soutiennent les nationalistes, l'URSS appuie les communistes, la Chine devient un pion de la guerre froide, avec des conséquences terribles pour la population. Ce qui m'a frappé dans les sources, c'est la violence de cette guerre. Des années de combat, la famine, des millions de morts. C'est une page sombre de l'histoire chinoise, dont on parle beaucoup moins que la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, à votre avis? C'est une excellente question. Peut-être parce que la Seconde Guerre mondiale a eu un impact global, alors que la guerre civile chinoise est restée plus localisée. Mais elle est essentielle pour comprendre la suite. En 1949, les communistes menés par Mao remportent la victoire Chiang Kai-shek et ses partisans se réfugient à Taïwan. Mao proclame la République populaire de Chine. Un nouveau chapitre s'ouvre. Incroyable. Imaginez le bouleversement. Un nouveau régime, une nouvelle idéologie. Une nouvelle Chine qui se construit sur les ruines de l'ancien empire. C'est un changement radical. Absolument, Mao et le Parti communiste se lancent dans un projet colossal. Reconstruire le pays, unifier la nation, créer une société socialiste. Un défi immense. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a beaucoup de détails sur les premières mesures prises par le régime. Par exemple, en 1950, la réforme agraire redistribue les terres aux paysans pauvres. On peut parler d'un bouleversement social majeur. Oui, sans aucun doute. C'est une tentative radicale de briser le système féodal qui dominait la Chine. L'objectif est de créer une classe paysanne plus égalitaire et de gagner son soutien pour le nouveau régime. Et il y a aussi la loi sur le mariage de 1950 qui vise à améliorer le statut des femmes, en interdisant les mariages arrangés et en promouvant l'égalité entre les sexes. C'est un changement énorme dans une société très traditionnelle. Comment la population a-t-elle réagi à ces changements? Eh bien, les réactions ont été mitigées, forcément. Pour certains, c'était une libération, un pas vers la modernité. Pour d'autres, une attaque contre les traditions, une imposition de valeurs étrangères. N'oublions pas qu'on parle d'une société profondément attachée à ses coutumes. En plus de ça, on voit aussi une campagne massive pour convertir les intellectuels au marxisme-léninisme. Le but, c'est de contrôler la pensée et d'imposer une nouvelle vision du monde. Tout à fait. Mao comprenait l'importance de l'idéologie pour consolider son pouvoir. Il fallait transformer non seulement la structure de la société, mais aussi les esprits. En 1953, le premier plan quinquennal est lancé, axé sur l'industrie lourde. C'est une période de construction intense. D'efforts colossaux pour développer l'économie chinoise. L'objectif est clair, faire de la Chine une puissance industrielle capable de rivaliser avec l'Occident. On voit se construire des usines, des barrages, des infrastructures de transport à un rythme effréné. J'imagine que ça a dû demander des sacrifices énormes à la population. Oui, absolument. La vie quotidienne était difficile, marquée par la pénurie et un travail acharné. Le gouvernement exigeait beaucoup de son peuple au nom du progrès national. C'est fascinant de voir comment Mao et le Parti communiste tentent de transformer radicalement la Chine en quelques années. Mais on dirait que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Vous avez raison, le grand bond en avant lancé en 1958 illustre parfaitement les ambitions démesurées de Mao et les conséquences tragiques qui peuvent en découler. Alors, parlons du grand bond en avant. L'idée, c'est d'industrialiser la Chine à une vitesse grand V, de rattraper l'Occident en quelques années. On voit la création de communes populaires. Ces structures collectivistes qui regroupent l'agriculture, l'industrie, l'éducation, tout est centralisé. Mao était convaincu que la Chine pouvait surpasser les puissances occidentales en mobilisant la force du peuple, une vision utopique qui malheureusement se heurte à la réalité du terrain. Et la réalité, c'est que le grand bond en avant se solde par un désastre. La production agricole s'effondre, la famine frappe le pays. Des millions de personnes meurent. C'est une période de souffrance immense pour le peuple chinois. Le grand bond en avant est un échec cuisant qui affaiblit l'autorité de Mao et plonge le pays dans une crise profonde. Difficile d'imaginer l'ampleur de cette tragédie. Et pourtant, malgré cet échec, Mao ne renonce pas à ses ambitions révolutionnaires. Au contraire, il lance la révolution culturelle en 1966. La révolution culturelle est une période de chaos politique et social sans précédent.
Mao mobilise les jeunes, les gardes rouges, pour attaquer ses opposants au sein du Parti communiste et purifier la société de toute influence bourgeoise. On a des témoignages terrifiants de cette époque. Des persécutions, des humiliations publiques, des destructions de temples et d'œuvres d'art. Une période de violence et de fanatisme idéologique. C'est une période très sombre de l'histoire chinoise, où la liberté d'expression est bafouée et où la peur règne. La révolution culturelle laissera des cicatrices profondes dans la société chinoise. C'est une période difficile à imaginer vraiment. Mais la Chine ne restera pas éternellement plongée dans ce chaos. La mort de Mao en 1976 marque la fin d'une époque et ouvre la voie à une nouvelle ère. Oui, avec la disparition de Mao, un nouveau leader émerge, Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping va changer la Chine de manière radicale. Mais ça, on en parlera dans la suite de notre exploration. Deng Xiaoping prend les rênes. Et c'est un véritable tournant pour la Chine. Fini l'idéalisme de Mao. Deng est un pragmatique. Vous vous souvenez de sa phrase célèbre « Peu importe que le chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape des souris ». Elle résume bien sa philosophie. Ah oui, c'est vrai. On passe de la révolution permanente à une vision plus concrète, axée sur les résultats. Un sacré changement de mentalité. Exactement. Deng lance la politique des 4 modernisations, agriculture, industrie, science et technologique, défense nationale. C'est ambitieux, mais ça s'appuie sur une analyse réaliste des besoins de la Chine. Et l'une des décisions les plus audacieuses de Deng, c'est la création des zones économiques spéciales, les fameuses ZES sur la côte. L'idée, attirer des investissements étrangers, en offrant des conditions avantageuses aux entreprises. C'est un pari risqué quand même. Ouvrir un pays communiste au capitalisme. Oui, un pari risqué, mais calculé. Deng comprend que la Chine a besoin de capitaux et de savoir-faire étrangers pour se moderniser. Les ZES deviennent des laboratoires du capitalisme, des vitrines de l'ouverture économique chinoise, et ça marche. Les ZES deviennent des moteurs de la croissance économique, attirant des entreprises du monde entier. On assiste à l'émergence du socialisme de marché, un concept assez unique. Comment on peut expliquer ça simplement? Imaginez un système hybride. L'État fixe les grands objectifs économiques, mais laisse les entreprises libres de se développer et de concurrencer sur le marché, un peu comme un jardinier qui plante des graines et les laisse pousser, tout en veillant à ce qu'elles aient assez d'eau et de soleil. D'accord, je vois l'image. Et le résultat est impressionnant. La Chine connaît une croissance économique fulgurante. En quelques décennies, elle passe du statut du pays pauvre à celui de puissance économique mondiale. Un bond en avant spectaculaire. Oui, des millions de personnes sortent de la pauvreté. La classe moyenne se développe. La Chine devient un acteur majeur du commerce international. Mais cette croissance économique s'accompagne-t-elle d'une plus grande liberté politique? La question se pose. C'est vrai. Le revers de la médaille Deng Xiaoping, tout en ouvrant l'économie, maintient un contrôle politique très strict. Le Parti communiste reste fermement au pouvoir. La liberté d'expression est limitée. Et les événements de la place Tiananmen en 1989 illustrent tragiquement cette tension entre croissance économique et liberté politique. Tiananmen, un événement marquant de l'histoire récente de la Chine. Des milliers d'étudiants manifestent pour la démocratie. Et la répression est brutale. Le monde entier est sous le choc. Le massacre de Tiananmen montre les limites de l'ouverture politique en Chine. Le régime, malgré ses réformes économiques, n'hésite pas à utiliser la force pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Un épisode sombre qui ternit l'image de la Chine à l'international. Est-ce que ça a eu un impact sur sa croissance économique? Il y a eu des sanctions internationales, des critiques, un certain isolement. Mais la Chine a continué sur sa lancée. Deng Xiaoping, après Tiananmen, réaffirme la priorité à la croissance économique. Et ça marche. La Chine continue de se développer, attirant toujours plus d'investissements étrangers. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter. L'intégration de Hong Kong en 1997 sous le principe un pays, deux systèmes témoigne de cette confiance retrouvée. Un moment symbolique. La Chine reprend le contrôle de ce territoire stratégique, tout en promettant de respecter son système économique et politique. C'est fascinant de voir comment la Chine concilie un système politique autoritaire avec une économie de plus en plus ouverte et dynamique. Un modèle unique qui interroge le monde entier. Comment expliquer ce paradoxe? Je pense que c'est lié à la culture chinoise, à son histoire millénaire, le respect de l'autorité, le sens du collectif, le pragmatisme. Tout ça contribue à expliquer la réussite de ce modèle hybride. Mais est-ce un modèle durable? La Chine peut-elle continuer sur cette voie, sans accorder plus de liberté politique à sa population? La grande question. La Chine entre dans le XXIe siècle comme une puissance économique majeure, mais avec des défis politiques et sociaux importants à relever. L'équilibre entre croissance économique et liberté politique est fragile. C'est vrai. Et l'héritage de cette période de 1945 aux années 1990 continue de peser sur la Chine d'aujourd'hui.
Absolument. On a vu des transformations radicales, des succès économiques, mais aussi des tragédies et des répressions. Une période complexe, pleine de contradictions. Alors, que retenir de cette plongée dans l'histoire chinoise? On a vu la Chine se reconstruire après la guerre. Embrasser le communisme, expérimenter des modèles économiques et sociaux radicaux. C'est une histoire incroyablement riche. Oui, et elle nous montre qu'il n'y a pas de modèle unique de développement.